Bonsoir, l'Europe des juges est très active. Didier Pinot-Valenciennes est toujours en prison à Bruxelles. Bernard Tapie a été entendu pendant 5 heures à Marseille sur les comptes de l'OM. Pierre Berger, PDG de la société Yves Saint-Laurent, a été mis en examen pour délit d'initié. Et Roland Courbis, l'ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux, a tenu la vedette aujourd'hui lors du procès sur les jeux truqués au casino de Cannes. L'Europe des intellectuels se retire de la campagne électorale. Bernard-Henri Lévy nous dira pourquoi sa liste pour Sarajevo ne sera plus présente le 12 juin. Bonsoir. Bonsoir. Il laisse ainsi le champ libre à l'Europe des politiques. Hélène Carrère d'Ancos, numéro 2 de la liste d'Union de la majorité. Bonsoir madame. Et Jean-Pierre Chevènement, numéro 1 que vous avez découvert de sa liste pour une autre politique, débattront dans une vingtaine de minutes. Mais commençons par l'Europe du souvenir. Une semaine avant les commémorations du débarquement allié, plusieurs milliers d'enfants ont rendu hommage aujourd'hui dans la Manche aux milliers de soldats américains morts pour la France. Chaque enfant a déposé une fleur sur chaque tombe au cimetière de Saint-James, cérémonie émouvante filmée par Jacques Deveau et Philippe Renoir. « 4400 pigeons lâchés par autant d'enfants. Point d'orgue de l'hommage rendu aux soldats américains tombés lors du débarquement. Au cimetière américain de Saint-James, ils sont précisément 4411 morts lors des combats en Normandie et en Bretagne. Ils sont venus défendre des gens qu'ils ne connaissaient pas. Pour nous, c'est bien. C'est bien. Bah, il est mort pour la France, il nous a sauvés. Ça fait drôle. S'ils n'avaient pas été là, on serait peut-être pas là aussi. Près de 5000 enfants des écoles et collèges de la région avaient pris place, chacun au pied d'une tombe. Une fleur à la main, dans l'autre le célèbre cliquet utilisé par les parachutistes lors du débarquement. Les enfants, symboles de paix et d'innocence, mais aussi d'un souvenir qui se perpétue. Mes grands-parents, moi, ils m'en ont parlé, mes arrière-grands-parents aussi, et puis ça fait drôle d'être sur la tombe de son libérateur. Parce que c'est quand même eux qui ont libéré la France. Je crois qu'on doit leur rendre quand même un hommage. 50 ans après... Même 50 ans après, 60 ans après ou 100 ans après, il faudra tout le temps leur rendre un hommage. Et puis, comme il y a 50 ans, ils sont aussi arrivés par le ciel. Sur le sol français, une petite fille attendait le soldat. Main dans la main, ils ont marché vers la liberté. Le juge belge Van Espen reste insensible aux vives réactions provoquées en France par l'incarcération de Didier Pinot-Valenciennes. Le PDG du groupe industriel Schneider reste en prison, il n'est pas seul. Il a été rejoint par un banquier italien, Valentino Foti. Les deux hommes font l'objet d'inculpations identiques dans la même affaire. Reportage d'Agnès Faramian et Nathalie Dolé. Un juge discret et à la réputation solide. Jean-Claude Van Espen est consciencieux et motivé selon ses collègues. Depuis des mois, il décortique les conditions dans lesquelles les sociétés du groupe Schneider ont été rachetées, ainsi que leur lien avec un homme, Valentino Foti, industriel italien de renom, aujourd'hui incarcéré dans la même prison que Didier Pinot-Valenciennes. Même affaire, même chef d'inculpation pour les deux hommes, mais la Belgique ne s'étonne pas. Dès octobre 1993, le quotidien La Libre Belgique révélait les liens du groupe Schneider avec un homme soupçonné de blanchir l'argent de la drogue. Cette enquête avait valu au journal d'être assigné en justice. Il estimait que le dommage causé à sa société par notre article et par un certain nombre d'articles de presse de nos confrères était considérable et que ce préjudice était à la hauteur, en ce qui nous concerne, de 500 millions de francs belges. Soit 80 millions de francs français. La Belgique ne s'émeut pas de ces arrestations et au contraire loue l'indépendance de ses magistrats. Certainement pas à trouver choquant une mesure qui est prise par un magistrat et qui le fait certainement en parfaite connaissance de cause. Il y a une espèce de sentiment et d'intuition que nous avons que les juges d'instruction sont présumés délivrer des mandats d'arrêt lorsqu'il faut délivrer des mandats d'arrêt. De sa prison qu'il partage maintenant avec l'encombrant Valentino Foti, le PDG du groupe Schneider a fait savoir qu'il allait bien. Qu'est-ce qu'il a fait de sa journée? C'est une journée de prisonnier, mais il va bien. Didier Pinot-Valenciennes sera présenté mercredi au plus tard à 3 magistrats belges qui décideront de prolonger ou non sa détention pour 1 mois. Essayons de comprendre avec Thierry Curtet ce que le juge reproche à Didier Pinot-Valenciennes. C'est pour restructurer la partie belge de son groupe que Schneider décide de fusionner la cascade de sociétés qu'il dirige en Belgique. Cette fusion est à l'origine de la plainte des actionnaires minoritaires. Ils s'estiment spoliés. Il reproche à Didier Pinot-Valenciennes d'avoir sous-évalué volontairement le prix des sociétés Cofibel et Cofimine pour les payer moins cher.
Ces petits actionnaires saisissent la justice en 93. C'est alors qu'un accord intervient entre ces actionnaires et Schneider. Mais la justice ne met pas fin à ces poursuites pour autant, car il y a un deuxième volet à l'affaire, la gestion de PB Finance, filiale de Cofibel et Cofimine. PB Finance s'est allié en 90 avec Fimo, une société dirigée par un banquier italien, Valentino Foti, lui aussi emprisonné depuis vendredi. Valentino Foti est suspecté de blanchir de l'argent sale. Pourquoi avoir conclu un tel accord? Pourquoi avoir investi 600 millions dans une affaire qui s'est avérée désastreuse? C'est sur ces deux questions que le juge a sans doute voulu entendre Didier Pinot-Valenciennes, qui, dans une interview aux Échos il y a un an, démentait catégoriquement avoir eu connaissance des soupçons qui pesaient sur Valentino Foti. Et notre correspondant à Rome, Alain Chalvron, a recueilli le témoignage d'un confrère italien sur la personnalité de ce banquier Valentino Foti et surtout sur le fonctionnement de son établissement. M. Foti, c'est un administrateur de la FIMO et la FIMO est très connue parce que deux fois, elle a été liée à l'activité de M. Berlusconi. Une fois, parce qu'elle avait financé l'activité de M. Berlusconi dans la construction de Milan 2. La deuxième fois, parce qu'on a accusé la FIMO d'être la banque sur laquelle on a payé M. Berlusconi, un président du Milan Football Club, a payé de pots de vin pour acheter le joueur Lentini. La justice italienne a également fait une enquête sur la FIMO dans des histoires de trafic de drogue. Oui, on a accusé M. Lottusi, qui était le chef, le responsable de la FIMO, d'avoir trafiqué avec les narcos colombiens. Et on a accusé aussi M. Lottusi d'avoir recyclé l'argent de la famille Madonia, que c'est une des grandes familles de la mafia. On a également, je crois, parlé de la FIMO dans des histoires de morts mystérieuses. Oui, c'est vrai, et il y en a eu deux. Monsieur Verdeau, qui est mort très singulièrement sur un avion, et un administrateur encore qui s'appelle Tramezzani, qui s'est suicidé dans une manière très bizarre avec une mitraillette. C'est une banque un peu spécialisée dans les affaires louches. C'est une banque qu'on a accusée d'être une banque un peu sale. Bernard Tapie de nouveau chez un juge, mais à Marseille cette fois, le président de l'OM a été entendu pendant 5 heures par Pierre Philippon sur les comptes de l'OM. Bernard Tapie était entré au tribunal irrité, il en est ressorti détendu. Nos envoyés spéciaux Yannick Arossi et Gérard Gallian le confirment. Tu crois pas que ça va? Pas très aimable, M. Tapie, ce matin à son arrivée au palais de justice. Ce lundi marque le début d'une semaine très chargée pour l'Olympique de Marseille et son président. Première étape donc, rendez-vous avec le juge Philippon au sujet des comptes de l'OM. C'est parti pour près de 5 heures d'audition autour des 96 pages du rapport. Au centre des débats, la gestion du club avant 1990 qui souffrirait de nombreuses irrégularités. Des prêts accordés aux joueurs qui seraient en fait des compléments de salaire déguisés, plus de 25 millions de francs versés à des intermédiaires pour l'achat de joueurs et qui n'entreraient pas dans la comptabilité. À la sortie du cabinet d'instruction, c'est un Bernard Tapie nettement plus détendu qui s'est adressé à la presse, heureux d'avoir pu lever des ambiguïtés avec le juge, notamment en ce qui concerne les intermédiaires dans le milieu du football. Ne parlez plus jamais des fausses factures à droite à gauche. Le juge vient de découvrir, figurez-vous par exemple, que Barbosa, quand il transfère Moser à Marseille, il fait pareil que quand il transfère Rail à Paris Saint-Germain. Voilà, il se fait payer. Dès demain, Bernard Tapie sera devant la direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue de football pour présenter le bilan actuel de l'OM. Bilan qui devrait à son tour être examiné par un juge du tribunal de commerce de Marseille dans les jours qui viennent. Et revenons à Paris pour annoncer la mise en examen de Pierre Berger, PDG de la société Yves Saint Laurent,
pour violation du monopole de société de bourse et délit d'initié. Pascal Golomer. Tout avait commencé ici, dans les couloirs feutrés de la Commission des opérations de bourse. En octobre dernier, la COB avait condamné Pierre Berger à 3 millions de francs d'amende parce qu'il avait vendu 120 000 actions du groupe Yves Saint Laurent avant que ne soient rendus publics les mauvais résultats de l'entreprise en septembre 92. Lui seul aurait eu cette information privilégiée, il y aurait donc délit d'initié, et ce même si la vente s'est faite de gré à gré avec une banque suisse. Une sanction confirmée sur le fond par la Cour d'appel de Paris en mars dernier, même si l'amende est ramenée à 1 million de francs. Il s'agissait là d'une sanction purement administrative. Mais en mai 92, la COB avait également transmis son rapport au parquet afin que s'ouvre une information judiciaire. C'est cette procédure qui aboutit aujourd'hui à la mise en examen de Pierre Berger et de son directeur financier de l'époque pour délit d'initié et violation du monopole des sociétés de bourse. Yves Saint Laurent a seulement été entendu comme témoin. Le code pénal prévoit pour un délit d'initié jusqu'à 2 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 10 fois le profit réalisé. Il y a quand même une caractéristique un peu particulière de Sanofi. Bon, nous... Les intellectuels français ne doivent pas aimer les joutes électorales. La liste pour Sarajevo se retire du scrutin européen du 12 juin. Bernard-Henri Lévy et ses amis semblaient pourtant déterminés vendredi dernier, vous le voyez, en déposant cette liste au ministère de l'Intérieur. Ils ont changé d'avis ce matin à l'aube, après une longue réunion nocturne. Les raisons ne semblent pas très claires. Nous avons donc préféré inviter Bernard-Henri Lévy pour tenter de comprendre. Alors, que s'est-il passé? On n'a pas changé d'avis. Je crois que nous n'avons jamais eu l'intention d'envoyer... L'idée de cette liste n'était pas d'envoyer des députés au Parlement européen. Et vous l'avez déposé? L'idée était de mettre la Bosnie au cœur du débat, de contraindre les grandes listes à se prononcer sur la question de la Bosnie. Mais vous l'avez déposée, cette liste? On l'a déposée parce qu'on a voulu jouer le jeu républicain jusqu'au bout, et on a voulu surtout, à partir d'aujourd'hui, profiter du magnifique tremplin qu'offre une campagne électorale. Nous continuons la campagne électorale, mais nous n'irons pas le 12 juin à la pêche aux voix. Qu'est-ce que ça signifierait d'aller demander des voix? 4%, 7%, 12%, quoi qu'il arrive, ce sera dérisoire par rapport au vrai objectif, qui est de rassembler une immense majorité de gens qui sont déjà rassemblés d'ailleurs derrière la cause bosniaque. Vous avez un sens aigu de la dialectique de Bernard-Henri Lévy, mais vous êtes trop avisé pour ne pas comprendre qu'il y a eu une sorte de perception de votre attitude et que les Français ont pensé que vous alliez jusqu'au bout de ce combat. Mais nous allons jusqu'au bout, mais le combat il a commencé il y a 2 ans avec le début de la guerre de Bosnie et il ne s'arrête pas le 12 juin. Jusqu'au bout, ce n'est pas les élections européennes. Jusqu'au bout, c'est l'arrêt des massacres. Et je crois que ce qui unit les 87 personnes qui étaient sur cette liste, c'est la volonté de tout faire pour que les massacres s'arrêtent et pour que la politique étrangère de la France change. La campagne électorale, c'était un moyen de parler, de faire parler, de permettre ou de contraindre les grandes listes à se prononcer. Ce n'était pas une fin en soi. Et l'idée n'était pas de faire entrer, dans le meilleur des cas, 5 députés au Parlement européen. Vous avez subi des pressions politiques pour vous retirer? Aucune, je vous rassure. Vous en êtes sûr? Mais bien entendu. Quelle pression politique vous... En revanche, ce qui est vrai... Vous gêniez certains hommes politiques. Attendez. C'était évident, puisque vous disiez que vous alliez prendre des voix à droite et à gauche. Voilà. À droite comme à gauche. En revanche, ce qui était insupportable depuis quelques jours, c'est qu'en effet, on parlait moins de la Bosnie que de la liste, et moins de la liste que de savoir qui ont gêné, qui ont embarrassé, à qui on prenait des voix. Bref, on était en train d'entrer dans une espèce de jeu politicien qui était indigne, non pas de nous, rassurez-vous, mais indigne de la cause que nous défendions, c'est-à-dire de la Bosnie. En faisant irruption, vous obligiez les uns et les autres à parler de ce à quoi vous êtes attachés, c'est-à-dire de la Bosnie. On l'a fait, l'opération Vérité a réussi, on a réussi à imposer la Bosnie au cœur du débat, et on ne va pas s'arrêter, puisque nous sommes en campagne, nous ne demandons pas de vote, mais nous sommes en campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que jusqu'au 12 juin, nous allons essayer de faire ce que nous n'avons pas fait encore, qui est de poser les questions de fond. La question, par exemple, de la levée de l'embargo sur les armes à destination des Bosniaques, cette question a été caricaturée, mal posée. Nous avons l'intention de nous en expliquer. D'autre part, il y a dans toute la France des comités locaux qui existent. J'espère et je crois et je les invite dès demain à interpeller leurs députés, leurs élus, les meetings de M. Baudis ou de M. Rocard qui se tiendront sur cette question bosniaque. Donc la campagne pour nous ne fait que commencer, sauf que nous ne commettrons pas l'erreur fatale de donner à penser le 12 juin prochain que les amis de la Bosnie, c'est 5, 6, 7, 4, 12%, alors que nous savons très bien que les amis de la Bosnie, ils sont aussi dans la liste de M. Baudis, aussi dans la liste de M. Rocard, et en allant au vote, en allant à la pêche aux voix, nous diviserions les amis de Sarajevo au lieu de les rassembler. Merci Bernard-Henri Lévy.
Reconstitution de régime dissous en Hongrie, mais le plus démocratiquement du monde. Les anciens communistes reviennent au pouvoir grâce aux élections. Ils les ont gagnées. Jacques Merlino. Il s'est donné sans retenue dans la campagne électorale et en porte les traces. Julia Horn, le chef du Parti socialiste hongrois, courait d'un meeting à l'autre, mais un grave accident de voiture l'oblige maintenant à porter cette Minerve aux formes étranges. En tout cas, son parti obtient la majorité absolue au Parlement et veut tirer un trait sur le passé. Et les gens ont peur, mais non pas le peur de la dictature. La dictature ne reviendra pas en Hongrie. Ils ont peur de la pauvreté et ils ont peur de cette incertitude qui existe dans notre vie économique. La peur du chômage est la première raison du succès des socialistes. 20% des Hongrois sont aujourd'hui sans emploi. Les anciens communistes n'ont pas fait de promesses, mais se sont présentés comme des gens compétents. Je crois qu'il y a vraiment des professionnels dans le cadre des partis socialistes, donc des hommes politiques vraiment professionnels. Après la Lituanie et la Pologne, la Hongrie est ainsi le 3e pays de l'Est à faire confiance à ses anciens dirigeants. Les Anglais vont finalement débarquer à Orly. Les pistes seront ouvertes à partir du 13 juin à British Airways TAT. Ce n'est pas Waterloo pour autant. Les avions d'Air France pourront eux aussi se poser à Londres Heathrow, échange de bons et grimaces en service. Yannick Le Tranchant. Embarquement immédiat pour l'entente cordiale. Français et Anglais ont fait la paix. La bataille aérienne au-dessus de la Manche n'aura pas lieu. Dès le 13 juin, British Airways et sa filiale française TAT assureront la liaison entre l'aéroport Heathrow de Londres et Orly. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, 4 vols aller-retour par jour. C'est un début, les Anglais ont l'air contents, les Français aussi. Les compagnies britanniques auront 4 vols entre Heathrow et Orly, et Air France aura le même jour 4 vols entre Orly et Heathrow. Air France, British Airways, même combat, la guerre commerciale va commencer. C'est plutôt bien pour le portefeuille des passagers, tout le monde est heureux, enfin presque, car d'autres compagnies comme AOM ou Air Liberté voudraient bien, elles aussi, exploiter la ligne Orly-Londres. Mais il leur faut attendre, les discussions sont en cours, l'entente cordiale a ses limites. Nous sommes traités d'une façon discriminatoire, puisque British Airways prétend et a obtenu de pouvoir desservir Orly sans que nous puissions desservir Heathrow et donc ils se retrouveront dans une situation de quasi-monopole sur l'aéroport de Heathrow. Guerre et paix, traités et armistices, ce n'est qu'un début. Le ciel européen n'a plus que 3 ans pour s'ouvrir totalement à la concurrence. Des inconvénients de s'appeler Omar, l'étudiant qui a pour prénom Omar et qui vit dans les Alpes-Maritimes, n'en revient toujours pas d'être tout à coup associé à l'affaire Omar Haddad. Il jure n'être pour rien dans l'assassinat de Ghislaine Marchal et se demande encore comment un détective privé a pu remonter jusqu'à lui. L'enquête de Valérie Hermite et Didier Beaumont. La culpabilité d'Omar Haddad, Bernard Naranjo n'y a jamais cru. Détective privé, il travaille depuis plus d'1 an sur toutes les autres pistes possibles. Parmi elles, celle d'un éventuel autre Omar lui parvient aux oreilles, il la transmet à Maître Baudou. Je trouve que la diffusion de l'information est tout à fait prématurée dans la mesure où nous souhaitions savoir quelle était l'intimité des relations pouvant avoir existé entre ce second Omar et Madame Marchal. Mais cette éventuelle piste, qui n'était qu'une hypothèse de travail, se retrouve subitement à la une des journaux et Omar numéro 2 nie formellement connaître Ghislaine Marchal. Et il m'a dit formellement qu'il ne connaissait pas Madame Marchal. C'est un garçon qui a 24 ans, qui est étudiant, qui n'a pas de fin de mois difficile parce que ses parents ont une situation aisée, au contraire d'Omar Haddad qui, paraît-il, je n'en sais rien, avait des fins de mois difficiles. Je vous dis, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Simplement que ce garçon, depuis 48 heures, depuis 3 jours, est assailli par les journalistes. Il y a des gens, des journalistes devant la maison, son prénom est jeté en pâture. Vraie ou fausse piste, la justice n'aura de toute façon pas le loisir de l'explorer, tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la procédure concernant Omar Haddad. L'ex-entraîneur de Toulon, aujourd'hui ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux, Roland Courbis, ne se contentait pas de jouer au foot. Il jouait aussi au casino Palm Beach de Cannes et se retrouve aujourd'hui pour cette raison devant le tribunal de grande instance de Grasse. Il est accusé de s'être adonné au baronnage, autrement dit d'avoir escroqué le casino, accusation qu'il rejette. Récit de Dominique Verdeillan et Dominique Bonnet. Ce n'est pourtant pas une sortie de vestiaire, mais Roland Courbis signe quand même des autographes. Une rencontre avec la justice qu'il attendait depuis 4 ans. Je ne suis pas un baron, dit-il, je ne marche jamais dans la combine, je ne suis pas un escroc. Privilégié, Roland Courbis reconnaît l'avoir été. Pour lui, le restaurant et l'entrée du casino étaient gratuits.
Au terme de faveur consentie par les croupiers, il préfère celui d'erreur chanceuse, de contestation payée. L'ex-directeur sportif du club de Toulon se fait attaquant. Il ne comprend pas l'attitude du Palm Beach aujourd'hui voué à la démolition. Durant 10 ans, dit-il, le casino gagnait. Il suffit qu'il y ait eu des pertes en 88 pour se retrouver devant un tribunal. Quand vous êtes joueur, que vous perdez, vous avez des problèmes avec votre banquier, et quand vous gagnez, vous avez des problèmes avec la justice. Alors donc là, je constate que c'est de plus en plus difficile à continuer d'aller dans un casino. Moi, personnellement, le problème, il est réglé, j'y vais plus. Pour moi, dit-il, le casino, c'est un asile où l'a entraîné sa compagne, Marie-Louise Risoli, une comtesse, elle aussi suspectée d'être baron de tapis vert. À la barre, la comtesse reconnaît avoir perdu 75 millions de francs en 10 ans. Le jeu est une drogue, monsieur le président. Je voudrais jouer tous les numéros. J'aime jouer jusqu'à la fermeture du casino. Seulement devant un tribunal correctionnel, on ne mise pas, on encourt jusqu'à 5 ans de prison pour escroquerie. Et au vu du dossier de l'accusation, nombreux sont les avocats de la défense à faire le même constat. Rien ne va plus. Appel à toutes les mamans de France. Les prématurés, de plus en plus nombreux en France, ont besoin de votre lait pour grandir. Et vous êtes de moins en moins nombreuses à en donner. Vous avez été gâtés par vos enfants hier, alors pensez à eux aujourd'hui. Appel lancé par les lactariums et relayé par Jean-Daniel Flésaquier et Jacques Gérard. Ils sont petits, très petits, nés prématurément, et pour passer ce cap délicat, il leur faut un élément et un aliment essentiel du lait. Mais pas n'importe quel lait, du lait maternel collecté par les lactariums auprès des mères qui nourrissent leur enfant au sein. Si vous voulez, le lait que je donne, si je ne le donne pas, je le jette, donc sachant que c'est quand même très précieux, pour moi, c'est au contraire, c'est formidable de me dire que ça peut sauver des petits bébés, quoi. Et le fait que ce soit gratuit, ça vous pose un problème ou pas? Eh bien, ce serait si c'était payant que ça me poserait un problème, parce que j'allaite mon enfant par bonheur, par plaisir, donc s'il fallait me payer pour donner du lait, ce serait gênant. Non, je trouve ça très beau que ce soit gratuit, je trouve que c'est très important, au contraire, quoi. Et pour Elisabeth, donner est d'autant plus facile qu'elle n'utilise pas le classique mais barbare tire-lait. Pendant qu'elle allait Augustin, elle place sur l'autre sein une coquille qui reçoit le lait qui s'écoule. Elle recueille ainsi sans peine le liquide ô combien précieux. Le lait maternel est fait pour fabriquer des petits humains, le lait de vache est fait pour fabriquer des veaux. Il est clair que le lait de mère a besoin d'être complété pour les prématurés les plus petits, puisqu'il y a des apports qui nous manquent dans ce lait, mais il est quand même l'élément de base essentiel pour la croissance du prématuré. Mais pas question d'accepter le lait sans contrôle. Toutes les mères donneuses subissent une série de tests sanguins aux frais du lactarium pour dépister l'éventuelle présence de virus, dont ceux des hépatites et du sida. Et chaque don est contrôlé pour s'assurer de l'absence de microbes dangereux, comme c'est le cas ici, une faute d'hygiène, des mains sales ou des seins mal nettoyés, et on devra jeter tout le lait donné par la mère. Le nombre de prématurés ne cesse d'augmenter, le nombre de donneuses, lui, ne cesse de décroître. Et pourtant, dans un service comme celui-ci, on a besoin d'au moins 100 litres de lait maternel par mois. Pour grandir, il faut aux prématurés des machines sophistiquées, mais il faut aussi beaucoup d'amour et de tendresse, et cela, il y en a tout plein dans le lait des mamans. Halte au machisme, il n'y a peut-être plus de Français à Roland-Garros comme on l'a entendu, mais il y a des Françaises, Julie Allard et Marie Pierce, qui fêtent, elles, un retour fantastique. Thierry Clopo, Alain Poirier. C'était il y a un an exactement. C'était Marie, grise mine. Des relations sulfureuses avec son entraîneur de pair, Jim. Une élimination en 8e de finale, une chute de 10 places au classement ATP. Marie, 18 ans, petit prodige, vivait mal ses rapports de force paternels. Alors, il y a divorce et cassure. Aujourd'hui, tout a changé. Marie, sourire, coup de baguette magique. Nick Bolitieri, l'ex-entraîneur d'André Agassi, est passé par là. Un sorcier charmant qui rend vie à la princesse. Je pense que je suis beaucoup plus décontractée, plus sûre de moi-même. Parce que bon, il y a plusieurs choses qui ont changé dans ma vie, même dehors du terrain. Je suis plus heureuse et c'est pour ça. Avec Jim Lepère, l'an dernier, c'était un entraînement à la hussarde. Coup de gueule. Avec Bolitieri, c'est plutôt câlin. Il a l'air très paternaliste avec vous. Il vous fait des petits bisous à l'entraînement, tout ça. Oui, parce qu'on a une certaine complicité entre nous. On est capable de parler de plein de choses et ça marche très bien. C'est la vie en rose pour Marie. Depuis le début du tournoi, seulement 4 jeux de perdus en 4 matchs. Record de jeux gagnants à la clé, 21 d'affilée, du jamais vu dans le tableau d'âme.
Son quart de finale contre l'Autrichienne Ritter demain ne l'impressionne même pas. Elle a déjà la tête ailleurs, Graf en point de mire. Ça serait formidable, fabuleux pour moi de jouer en demi-finale contre Graf parce que je sais qu'en ce moment je joue très bien et si je joue contre elle, ça peut être un match vraiment amusant pour moi. Mais bon, il faut déjà que je gagne mon prochain match. Marie Pierce 94, c'est le retour à la vie, le plaisir du jeu. Rien ne semble pouvoir arrêter cette jeune fille de 19 ans qui apprend de nouveau à rêver. Place au débat sur l'Europe avec nos deux invités ce soir, Hélène Carrère-Dancos, numéro 2 de la liste d'union de la majorité, et Jean-Pierre Chevènement, numéro 1 de la liste L'autre politique. C'est le deuxième débat organisé par la rédaction de France 2 avant le scrutin du 12 juin. D'autres suivront. Et commençons par l'événement du jour, le retrait de la liste pour Sarajevo. Bernard-Henri Lévy nous en parlait sur ce plateau ici même il y a quelques minutes. Madame Carrère-Dancos et Monsieur Chevènement, vous êtes soulagés l'un et l'autre par ce retrait? Je ne suis ni soulagée et je n'étais pas inquiète. Je trouve que je dirais que c'est une affaire des membres de la liste. Quand on pense, c'est la règle de la démocratie, quand on pense qu'on a quelque chose à dire, à apporter à la société à laquelle on appartient, le devoir civique, c'est en effet de se présenter une liste. Et si on pense qu'on n'a plus la même chose à dire, eh bien on se retire. Enfin, c'est une affaire de conscience et c'est comme ça que ça me paraît normal. Jean-Pierre Chevènement, ne me dites pas que vous regrettez ce retrait, tout de même. Là, je parle aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes. Je pense qu'à partir du moment où Bernard-Henri Lévy avait présenté sa liste, il devait aller devant le suffrage universel. C'est de là que vient la légitimité, et pas de l'argent ou d'une position qu'on occupe dans les médias. Donc je pense que s'il avait cru en sa cause, et s'il avait cru qu'on pouvait, comme il le dit, arrêter les massacres en levant l'embargo sur les armes, son devoir aurait été d'aller l'expliquer aux citoyens. J'ai fait allusion tout à l'heure à la dialectique du philosophe Bernard-Henri Lévy, mais je peux dire la même chose pour vous. Les politiques regrettaient la présence de cette liste, et là vous donnez le sentiment de presque regretter cette fois le retrait. Non, écoutez, moi depuis le début, chaque fois qu'on m'a demandé mon avis, j'ai dit s'ils veulent se présenter, ils se présentent. C'est leur problème, c'est pas le mien. Et la loi de la démocratie, c'est que qui entend dire quelque chose le dit. Bon, s'il se retire, je ne peux pas dire pourquoi. D'ailleurs, il ne me l'a pas expliqué. J'ai écouté tout à l'heure. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas tout à fait compris, je crois, d'ailleurs, l'explication. Pardon. Oui, je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même une situation qui permet d'espérer qu'on puisse arrêter le massacre. Il y a une conjonction qui s'est opérée entre l'Europe, les États-Unis, la Russie, à Talloires, pour amener un cessez-le-feu et un règlement le moins inéquitable Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous n'êtes pas... On doit saisir cette occasion. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Est-ce que finalement, ça n'est pas un double échec? Échec des politiques, au sens très large du terme, pas seulement des Français, hein, sur la Bosnie, échec des intellectuels qui essayaient de combattre pour la paix, qui maintenant se retirent et font silence. Mais pas pour la paix, parce que la levée de l'embargo sur les armes impliquait le retrait de nos casques bleus. 20 d'entre eux sont morts, 300 ont été blessés. Je pense qu'il vaut mieux essayer de peser, comme ça a été fait en d'autres circonstances. Par exemple, au siècle dernier, il y a eu, s'agissant de la Bosnie-Herzégovine, un traité, le traité de Berlin, qui a donné un mandat à l'Autriche-Hongrie. Donc là, on peut trouver une solution provisoire en attendant que les plaies se cicatrisent et que les peuples yougoslaves réapprennent à vivre entre eux. Je crois que c'est au moment du traité de Maastricht que la France s'est tue malheureusement et a laissé faire le démembrement sauvage d'un État plurinational qui était la Yougoslavie. Hélène Carrère, vous êtes aussi contre la levée de l'embargo? Je suis tout à fait contre la levée de l'embargo, non pas en principe comme cela, mais parce que je crois qu'il faut avoir une vue réaliste de ce qu'est cette affaire de Bosnie. D'abord, Jean-Pierre Chevènement l'a souligné, c'est une vieille affaire. Depuis des siècles, parce que c'est une région très complexe où ce n'est pas ethnique d'ailleurs, je tiens à le souligner, il n'y a pas de nettoyage ethnique. Ce sont des communautés de même ethnie, mais de religions différentes, et ce n'est pas seulement la religion qui les a opposées, c'est au fond le type d'alliance qu'ils ont eu. Les musulmans ont eu une alliance avec l'Empire ottoman très durablement, ensuite les chrétiens ont été protégés par l'Empire austro-hongrois. Et selon la position dominante qu'ils occupaient sur l'échiquier des alliances ou des protections, forcément, les communautés avaient, je dirais, des oppositions où il y avait les plus forts et les plus faibles. Bon, tout cela a été mis au frigidaire par le système titiste pendant 45 ans, et ça sort du frigidaire dans un très mauvais état, comme tous les problèmes de l'Est de l'Europe. Et la vérité, tout de même, d'abord on a un problème archi compliqué qu'on ne résout pas comme ça en disant il y a qu'à. Il y a une guerre effroyable qui met en cause tout l'équilibre de la région. Enfin, ça, il faut tout de même se souvenir que durant des siècles, l'équilibre de la région a été menacé là, que la guerre de 14 a commencé à Sarajevo, que les guerres balkaniques
ont menacé tout l'équilibre de la région. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre Chevènement évoquait et la conférence de San Stefano et le traité de Berlin? Parce que précisément les puissances européennes avaient peur d'une explosion générale à partir de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine. Le mot Bosnie-Herzégovine, je voudrais finir, le mot Bosnie-Herzégovine a été un mot maudit dans la diplomatie européenne pendant des siècles. Et aujourd'hui, tout de même, la vérité, c'est qu'il y a une négociation qui s'est engagée. Et juste un mot, c'est notre histoire de Maastricht, mais on ne va pas revenir là-dessus. Ah ben si, on va revenir. Attendez, non, mais je veux dire, dans le rapport avec ça, il s'est passé une chose qui a complètement désorienté les États. Avec la chute du mur de Berlin, tout le paysage a changé. Et au moment où la Yougoslavie éclate, les pays européens n'avaient plus conscience au fond, qu'il y avait un vrai problème de sécurité. Chacun y est allé à sa manière. Et le résultat, la division européenne, ce sont des politiques différentes. Et c'est véritablement la tuerie en Croatie d'abord, en Bosnie-Herzégovine ensuite. Enfin, il ne faut pas oublier la Croatie. Et Jean-Pierre Chevènement, j'ai employé tout à l'heure le mot débat. Je me suis trompé? Parce que là, pour l'instant, sur la Bosnie, vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes opposé? Pas sur l'origine. Oui, non. Parce qu'au moment où l'affaire se noue, il y a la dislocation de l'URSS, l'Allemagne vient de se réunifier, et ça explique aussi la pression qui aboutit à la reconnaissance prématurée, sauvage, improvisée de la Slovénie et de la Croatie, sans qu'on ait garanti les droits des minorités, puis de la Bosnie-Herzégovine. Et ceux qui, à ce moment-là, reconnaissent la Bosnie-Herzégovine se rendent compte qu'ils vont déclencher une guerre, car il y a 2,5 millions de Serbes en dehors de la Serbie. Alors, ils le savent. Nous sommes en fait en train de... Alors, simplement encore un mot, c'est à ce moment-là que la signature toute fraîche du traité de Maastricht, le 11 décembre 1991, eh bien, quelques jours après, le 16 décembre, le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Genscher, impose à ses collègues ce dérapage, il faut bien le dire. Bon, c'était le premier temps de ce débat, mais c'est essentiel parce que, au fond, qu'est-ce qui compte pour les Européens aujourd'hui? C'est deux choses. C'est la paix, et la paix en Bosnie, on l'a pas, et c'est l'emploi. Et l'emploi, il y a 18 millions d'Européens qui en sont privés. Vous êtes l'un et l'autre, vous au nom de la majorité, vous au nom de votre liste, de l'opposition, parce que vous êtes dans l'opposition, vous êtes l'un et l'autre d'accord sur l'attitude à avoir à l'égard de la Bosnie. Sur l'emploi. Je voudrais vous dire quelque chose, une seconde. Je ne crois pas que ni l'un ni l'autre, nous ne soyons des esprits simplistes ou simplificateurs. Et je fais crédit à Jean-Pierre Chevènement de ne pas l'être plus que je n'espère l'être. Je ne crois pas que nous ayons l'un ou l'autre une solution, que nous disions il faut faire ceci ou ça. Nous savons ce qu'il est dangereux de faire. Et nous disons la paix, qui est la préoccupation, la paix et la sécurité, qui est la préoccupation essentielle de tous les peuples d'Europe. Parce que, malgré tout, nous avons connu un demi-siècle de paix, mais nous savons que la paix est précaire. Il suffit de regarder de l'autre côté. Il n'y a pas que la Bosnie, il y a des foyers de crise partout, il y en a de pire. Donc c'est l'aveu d'une impuissance. Mais non, ce n'est pas l'aveu d'une impuissance. L'aéroport de Toulouse a été bombardé aujourd'hui, c'est l'aveu d'une impuissance. Je parle de l'Europe, évidemment. Non mais écoutez, Paul Amar, regardez ce qui se passait entre Israël et les Palestiniens. Moi, j'ai vu arriver à Davos, la main dans la main, Pérez et Arafat. Bon, après combien de négociations? Mais c'est parce qu'on les a aidés, qu'on a négocié. La paix, c'est toujours le produit d'un effort extraordinaire. Et il est en effet plus facile de donner des armes aux gens. C'est facile, c'est réconfortant. Là, on donne des armes, la Fort Pronu s'en va, et on leur dit débrouillez-vous. Et après, quand la tuerie devient générale, qu'est-ce qu'on fait? On les regarde s'entretuer, on dit ah, on n'aurait peut-être pas dû. Voilà, c'est le point. Il était trop tard en 1914, quand la guerre a éclaté, pour regretter, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Mais c'est à partir de Sarajevo. Il faut toujours s'en souvenir. Parce que là se rencontrent trois civilisations, il faut bien le comprendre. Tout s'explique, vous savez, même s'il ne faut pas tomber dans le simplisme. Et Mme Carrère d'Ancos a raison de le souligner. Mais vous avez là trois civilisations qui se rencontrent. La civilisation occidentale, les Croates sont des catholiques. La civilisation grecque-orthodoxe, les Serbes sont des orthodoxes, et derrière il y a la Russie. Et puis il y a l'islam. C'est donc une zone sismique. Et nous devons gérer ça avec, je dirais, un esprit laïque, en essayant de faire coexister ces peuples qui vivent encore, je dirais, dans un esprit qui était celui des communautés de l'Empire ottoman. Enfin, la situation aurait pu vivre autrement et ont vécu autrement à d'autres époques. La situation politique en France est curieuse. Cet exemple est assez révélateur. Valéry Giscard d'Estaing est votre allié politique, comme Jean-François Deniau. Et vous, Mme Carrère d'Ancos, qui êtes le numéro 2 de la liste Union de la majorité, vous êtes plus proche des thèses de Jean-Pierre Chevènement, en principe votre adversaire politique, que de Valéry Giscard d'Estaing ou de Jean-François Deniau sur la Bosnie. Quant à vous, Jean-Pierre Chevènement, vous êtes plus proche des thèses d'Hélène Carrère d'Ancos que de celles de Rocard, qui est en principe dans l'opposition au gouvernement. Votre allié. Il est le seul
à avoir changé sa position et à s'être prononcé, je dirais, pour la levée inconditionnelle de l'embargo sur les armes, prenant ainsi ses distances avec François Mitterrand. Mais moi, je le regrette parce que je sais que nous vivons, du point de vue de la démocratie, dans un monde très difficile. Il y a une médiatisation excessive de problèmes extrêmement complexes. Donc pour tout. Mais les hommes politiques ne doivent pas se déterminer en fonction des images, de l'émotion du moment. Ils ne doivent pas être des bouchons sur la vague. Ils doivent être des repères, des instituteurs de la démocratie. C'est cela, en tout cas, la conception que moi j'ai de la démocratie. Vous me traiterez d'archaïque. C'est possible. Mais je préfère être archaïque et dire ce que je pense, ne pas changer ma ligne. Et vous remarquerez que M. Bernard-Henri Lévy ne m'a pas fait défier d'un iota en ce qui me concerne. Je voudrais juste qu'on ne caricature pas la position de Valéry Giscard d'Estaing. Non pas que je sois son porte-parole du tout. Mais tout de même, je dirais que c'est un homme d'État qui déplore qu'on en soit là, qui déplore surtout, je dirais, une certaine lenteur dans l'exécution des résolutions des Nations Unies, et qui dit, si vraiment on ne fait rien, mais enfin, c'est si vraiment on ne fait rien, il faudra bien en venir un jour à lever l'embargo. Et alors, en plus, il y a un problème d'information. Il se trouve que moi, je m'intéresse passionnément à je dirais, à ce lieu de l'histoire, à toute la longue histoire. Du même coup que j'ai fait très attention à des tas de problèmes, que je m'intéresse aussi au Moyen-Orient, aux problèmes de l'islam, et que je sais, je fais plus attention peut-être que d'autres, à des problèmes, par exemple, tels que la situation, le déséquilibre des armes. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre des armes, c'est vrai en même temps qu'il n'est pas tout à fait vrai que les Bosniaques se battent avec des fusils, ce qui est une des bases des gens qui ont l'embargo, qu'ils reçoivent des armes des États musulmans. Il ne faut même pas oublier qu'il y a un véritable problème derrière ça d'un certain nombre d'États musulmans, des armes qui arrivent par les ports croates, que les Américains fournissent des armes. Donc on est dans une situation bien plus complexe. Je voudrais que l'on parle de l'autre thème de préoccupation des Français et des Européens, le chômage. À votre avis, Jean-Pierre Chevènement, l'Europe, telle qu'on la vit aujourd'hui, l'Europe de Maastricht, c'est quoi? C'est un handicap ou un atout dans la lutte contre le chômage? Alors, je vais vous surprendre, Pelamar, mais si l'Europe créait des emplois, si elle permettait d'élever le niveau social, si l'Europe rapprochait les citoyens des décisions, si l'Europe était un facteur de paix, moi je serais à fond pour cette Europe-là. Et je regarde ce qui se passe. Et je constate que l'Europe de Maastricht, mais là j'ai un léger différend avec Mme Carrère-Dancos, a ouvert la voie à la guerre en Yougoslavie. Je constate surtout qu'en matière d'emploi, l'Europe de Maastricht, par les critères contraignants qu'elle implique et qui pèsent sur la politique économique des États, multiplie le nombre des chômeurs. Depuis Maastricht, il y a eu en France 1,5 million de chômeurs supplémentaires, parce que Maastricht a mis un véritable sabot d'envers sur les roues de la croissance et de notre avenir. Alors, je crois que taux d'intérêt élevé, marché offert aux concurrences les plus déloyales, démantèlement des services publics, voyez encore ce qui se passe dans le transport aérien, cette Europe-là, pour moi, n'est pas la bonne. Et en tant qu'homme de gauche que je suis, je ne peux absolument pas me reconnaître dans cette Europe de Maastricht, Maastricht étant la charte de l'Europe libérale. Voilà, alors vous voulez un débat, vous allez l'avoir, parce que là, au moins, nous pouvons dire ce qui nous sépare. Je voudrais d'abord dire, avant de dire ce qui nous sépare, je crois que ce qui nous unit, c'est que nous avons tous les deux, nous sommes des enfants de l'école publique. Nous avons tous les deux un sens aigu de ce qui est l'intérêt national de notre pays. Ça, je crois qu'on a assez parlé dans des tas de colloques. Bon, à partir de là, on analyse différemment quelque chose. Alors juste un point, tout de même, c'est pas l'Europe de Maastricht qui est responsable de la Yougoslavie. L'Europe de Maastricht, elle a tout de même donné les moyens ou le point de départ d'une politique de sécurité, des moyens de la sécurité européenne, ce qui nous manque. Au fond, la réflexion sur la défense commune, l'ancien ministre de la Défense que vous avez été, sait à quel point c'est important. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on est en train de forger les outils tout de même d'une défense européenne. Ils ne sont pas encore forgés, mais on est en train de les forger. C'est l'Europe de Maastricht. Alors je crois que tout de même, il faut c'est un débat terminé, mais ça a cruellement manqué dans l'histoire yougoslave. Alors, sur l'emploi, il est incontestable qu'il y a un nombre considérable de chômeurs en Europe, et je dirais qu'il est tellement considérable qu'entre l'an dernier et aujourd'hui, ce nombre s'est accru de 2 millions. Il y en avait 17 millions l'an dernier, moi j'aime bien les statistiques, il y en a 19 millions aujourd'hui. C'est pas agréable de dire une chose pareille, c'est épouvantable. Et nous avons en France le triste privilège de nous situer assez haut dans cette hiérarchie des chômeurs, et même nous avons sur un chapitre qui m'est très douloureux comme universitaire, le encore plus triste privilège d'être le 4e pourvoyeur de chômeurs de moins de 25 ans. Bon. Alors, mais attendez, c'est pas, je dirais, contrairement à Jean-Pierre Chevènement, je crois que ce n'est pas l'Europe
Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. L'Europe, et pas l'Europe de Maastricht, tous les pays d'Europe ont raté une véritable réflexion, et qui n'est pas seulement la réflexion sur la crise. La crise, elle ne l'a pas vue arriver, et elle s'est trouvée non préparée à ce qui a détruit les emplois, mais il y a plus profondément. Le rendez-vous raté, c'est le rendez-vous de la réflexion sur un monde des technologies changées, un monde où le travail de l'homme n'était plus le même que celui qu'il avait été. On ne s'y est pas préparé, et le résultat, c'est que devant la destruction des emplois et la nécessité de trouver d'autres formes de l'activité humaine, on n'a rien su faire. Juste, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, le Japon, qui est le pays qui a très peu de chômeurs, le Japon, et qui a un niveau de technologie que nous n'avons pas, et un niveau d'automatisation que nous n'avons pas, a peu de chômeurs parce qu'au Japon, ils ont su gagner ce rendez-vous. Bon. C'est ça que l'Europe doit faire. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous faites le même constat. Il y a nous ne pouvons pas dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de chômeurs. Alors, donc très concrètement, l'un et l'autre, très concrètement, après tout, vous allez vous présenter devant les électeurs le 12 juin, l'un et l'autre. Est-ce que vous prenez des initiatives concrètement, que proposez-vous à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle européenne, pour lutter contre ce fléau? Mais brièvement, parce qu'il nous reste très peu de temps, malheureusement. Il faut une politique d'argent bon marché. Mais c'est incompatible avec l'alignement sur la Bundesbank allemande qui maintiendra durablement des taux élevés à cause de la réunification allemande pendant au moins 10 ou 15 ans. Donc il faut de l'argent bon marché. Un jeune couple qui veut s'installer ne peut pas acheter un appartement aussi facilement que ses parents aujourd'hui. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Deuxièmement, il faut des grands travaux et des petits travaux à l'échelle nationale et européenne. C'est ce qu'on appelle l'initiative européenne de croissance, mais ce n'est pas possible aujourd'hui parce que les critères d'endettement public fixés par le traité de Maastricht s'y opposent. Troisièmement, il faut une politique qui permette à la puissance publique d'exercer son rôle dans les équilibres de la société. Mais vous voyez bien que de Bruxelles viennent toute une série de directives qui entraînent une dérégulation, une déréglementation au niveau des services publics, le transport aérien, l'électricité, la SNCF, et puis j'ajoute qu'il y a une pression à la baisse des salaires, qu'on retrouve d'ailleurs dans le programme de Mme Carrère d'Ancos. J'ai apporté ici le programme du parti, des partis du groupe auquel vous allez adhérer, le groupe des partis démocrates chrétiens et populaires. C'est un programme ultra-maastrichtien, fédéraliste. Il le dit lui-même. On adhère. Écoutez, c'est aussi votre projet européen. Il est dit clairement que vous adhérerez à ce groupe. Donc il ne faut pas tenir deux langages. D'un côté... mais je vous fais tout à fait crédit. Mais M. Baudis, lui, il a abjuré le fédéralisme, qui est pourtant dans son programme. M. Delibkowski a dit de manière plaisante, nous avons assisté, c'était au sein du groupe RPR, nous avons assisté à l'abjuration et à la rédemption du cabri. Vous vous souvenez du général de Gaulle, le cabri, etc. Les gens qui sautent en pensant qu'une certaine Europe est la panacée et qu'elle est la solution à tous les maux. Je crois que nous devons être capables de penser en effet une initiative européenne de croissance avec de grandes infrastructures de transport, un programme de sécurité nucléaire, un programme de reconstruction des villes et des banlieues. Nous pouvons imaginer pour cela d'autres institutions à l'échelle de la grande Europe, parce que l'Europe de Maastricht, elle a été conçue avec des idées d'avant 1989. Et vous le savez, je sais que vous êtes d'accord avec moi, nous devons être capables de penser l'architecture d'une grande Europe sociale, démocratique, laïque, citoyenne. C'est cela que nous voulons construire. Et pour ça, il faut faire preuve d'imagination. On va être contraint de rendre l'antenne. Vous avez quelques secondes pour répondre. Je crois que ce qui est important, il me semble, c'est essayer pour la France, parce qu'au fond, là-dessus on pense, c'est pour la France qu'il faut essayer de profiter au maximum des chances que l'Europe peut offrir et d'essayer de tirer de l'Europe les moyens de reconstruire des emplois ou de développer des emplois. Alors, je dirais que il y a d'abord les fonds structurels qui ont surtout bénéficié aux pays pauvres du sud de l'Europe et qui bénéficient davantage désormais aux régions pauvres de France, aux régions défavorisées de France. Il faut jouer cette carte au maximum, parce qu'on est véritablement dans une période de mesures d'urgence. Et puis après, effectivement, il faut faire un grand projet européen, pas pour le passé, mais pour le millénaire qui vient. Les grands travaux européens, c'est une source d'emploi. Et il faut jouer cette carte d'une façon la plus rigoureuse possible. Il faut une formation. Il y a une véritable politique de formation et de recherche. Nous sommes démunis. Et le fait que nous ayons tant de chômeurs de moins de 25 ans, prouve qu'à l'échelle nationale, nous avons raté quelque chose. À l'échelle européenne, nous les formons beaucoup mieux. Il y a une politique de recherche qui à l'échelle européenne,
J'ai fini. Non, on va reprendre de toute façon ce débat. On le reprendra, je l'espère. Mais on ne peut pas le faire avec le traité de Maastricht, tout ça. C'est très bien, moi je suis d'accord avec vous. Mais il est signé. Il faut le dépasser. Écoutez, en 96, de toute façon, on va reprendre tout le problème. Et on vous retrouvera de toute façon le 9 juin. Il faudrait qu'il y ait une autre gauche qui émerge. Voilà. Tous les deux. Tous les deux. Une gauche à Strasbourg, républicaine. que nous puissions construire cette Europe ensemble. Mais vous rencontrerez de toute façon à France 2 auparavant, le 9 juin, puis le 12 juin. En 15 secondes pour conclure, pour lever un malentendu ou l'entretenir, moi je ne sais pas, 15 secondes chacun. Sur l'Europe, uniquement sur les contours de l'Europe, uniquement sur ce thème. Jean-Pierre Chevènement, vous êtes plus proche de Michel Rocard ou de Philippe de Villiers? Je suis assez proche d'une conception qui est celle du bon sens, à savoir qu'il faut faire une grande Europe jusqu'à la Russie. Et si vous voulez, Philippe de Villiers fait une critique de l'Europe telle qu'elle existe, mais sa proposition n'est pas la mienne. Je ne pense pas que l'idée d'une Europe laïque lui conviendrait vraiment. Un mot encore. Je pense que ce qui est en cause, c'est aussi la recomposition de la gauche. C'est de la faire repartir du bon pied. Un mot justement sur ce thème précis, sur les contours de l'Europe. Vous êtes plus proche de Michel Rocard ou de Philippe de Villiers? Oh, je dirais... Allez, pas de langue de bois. Vous êtes... non, je veux pas l'habitude de la langue de bois, mais tout le débat qu'il y a eu sur Sarajevo, je dirais, me fait écarter pour beaucoup de conceptions de Michel Rocard. Je suis proche de ce que vient de dire Jean-Pierre Chevènement, de cette conception d'une grande Europe, d'une Europe démocratique et d'une Europe des citoyens. Ça, je suis convaincu que c'était important de la rapprocher des citoyens. Madame Carrère-Dancos et Jean-Pierre Chevènement, sachez que les téléspectateurs posent aussi des questions par 3615 France 2. Vous avez votre dossier, voilà, je vous le remets. Ce sont les questions des téléspectateurs. Certaines d'ailleurs assez précises. Non, mais vous allez leur répondre parce qu'elles vous sont adressées. Les plis sont pour vous. Madame Carrère-Dancos, c'est trompée de liste. Vous ne devriez pas être avec M. Baudis, avec les idées que vous manifestez. Elle est tout à fait conforme à mes idées. Madame et monsieur, merci pour ce débat. Mercredi, c'est-à-dire après-demain, Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen s'affronteront sur ce plateau. Ce sera un autre style. Jeudi, Philippe de Villiers et Bernard Kouchner leur succéderont. Il est temps de conclure ce soir, deuxième partie de la fresque sur Abraham, peu après 21h, avant Savoir Plus à 22h45. François de Closet, Martine Alain Regnault et Claude Carré vous diront comment soigner tous vos bobos. Il n'est pas question de politique, vertige, embonpoint, varices, etc. Philippe Lefebvre vous présentera le dernier journal peu après minuit, avant le cercle de Michel Field. Dans quelques instants, Nathalie Riouet vous parlera du soleil. Avant de rendre l'antenne au programme, félicitons l'Instit, que vous aimez tous. Gérard Klein et son concerto pour Guillaume ont reçu le prix Fiction pour l'enfance, décerné par la Fondation pour l'enfance. Le téléfilm Un pull par-dessus l'autre a obtenu la mention du jury. Demain 13h, Daniel Bilalian. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h, bonsoir.